Et bah voilà, là on quitte la maison. Je crois qu'on réalise pas encore, mais Bah là on part faire une balade quoi. c'est ça, une petite balade d'un an pour... La fin de la première journée. Et du coup on a vachement pas avancé beaucoup. Oh si, ça va. Mais ce qui est bien avec ça, c'est qu'à défaut de prendre des gens, avec le jeu, c'est chouette, non? Si on loupe la voiture du siècle, ça sera de ta faute hein. Et on est passé de accueil en accueil, quoi. C'était assez fantastique. On se dit mais on va pas avoir envie de partir de Lviv. C'est incroyable. On va faire des milliers de kilomètres à bord de ce truc qui a des roues et qui est sur des rails. Et du coup on a très très froid. On se retrouve quand on est installé avec petite. C'est hyper fascinant, quoi. C'est vraiment la ville coincée entre la jungle et la mer. On change un peu de monde. Ouais, carrément. Enfin, on va plus être des touristes, on va pouvoir agir un peu. Voilà, on a fait 25 km en 1h30. J'ai dit non, faut pas perdre espoir, il faut garder courage et toujours foncer. Du coup on sait pas trop combien de temps ça va faire, pour l'instant on n'a pas d'argent. Je douterais que Dieu existe. C'est tellement ouf de beau. De ouf. Un, deux, un, deux. Ça fonctionne, t'es sûr? Mais oui Alban, Et c'est normal qu'on nous voit pas? c'est le principe d'une voix off Alban. On voulait faire une vidéo un peu pro alors je pense qu'il ne faut pas trop divaguer tu sais. Bon, on se présente alors. Ouais vas-y commence. Et ben préparation du sac? Eh bien, le gars qui est tout fier de son matos, là, c'est Augustin. Il a 22 ans, en école d'ingénieur à Lyon. Intelligent, sauf quand on joue aux échecs. Alban, C'est un gars normal, vous savez. donne-moi ce micro. Et lui là qui galère à faire son sac, c'est Alban, 22 ans aussi. J'ai laissé mon manteau et mon pull, c'est sûr. En master à Angers, rencontré au scout, et c'est depuis ce temps-là qu'on est potes. Je peux peut-être aller regarder dans le... Et là, c'est la veille de notre départ, le 16 septembre 2018. Ouais, voilà, départ, on pense bien à vous. Gros bisous, les cœurs. Attends, faut que je mette au point. Et bah voilà, là on quitte l'Urtol, enfin l'Urtol pas encore, mais La maison, la maison. à pied. Voilà, c'est un peu symbolique. Et voilà. Quelque chose, je crois qu'on réalise pas encore, mais Bah là on part faire une balade quoi. c'est ça, une petite balade d'un an pour... Comme toutes belles histoires, on pourrait commencer avec « C'était un beau soir d'hiver », mais ça nous conviendrait pas trop. Parce que pour nous, ça s'est passé un matin, en été, et bien plus spontané qu'il n'y paraît. J'ai envie de faire le tour du monde. C'est exactement ce à quoi je pensais. Bon, on le fait alors. Ouais. Mais derrière cela, il y avait quelque chose de plus profond, de plus inconscient. Nous étions persuadés qu'en voyageant ainsi, nous serions émerveillés par ce monde, par notre monde. Parce que nous étions persuadés que notre monde était beau. Étions? Parce que nous en sommes persuadés encore.
C'est une manière de voir la vie assez naïve et simple. Mais c'est peut-être pour cela qu'elle nous paraît si vraie. Les médias nous montrent que le monde va mal. Tensions, réchauffement climatique, pauvreté, inégalité. Sans pour autant être faux, cela est bien loin de nous révéler tout ce qui fait que la vie est belle. Nous voulions prouver par nos expériences auprès des gens qui agissent dans l'ombre que notre monde est profondément beau. Nous avons bien conscience du poids de ces mots et de la petitesse de notre témoignage. Tout n'est pas simple et notre voyage nous l'a montré. Mais c'est justement en vivant simplement, sans savoir ce qui nous attend demain, au travers des difficultés, que l'on prend conscience de la valeur de notre vie et de celle de notre monde. Nous nous sommes arrêtés dans 5 associations pour prendre part à leurs actions et découvrir les personnes qui y étaient. Certaines ont été décidées avant notre départ, d'autres non. Voyager ainsi a son avantage. Cela nous a permis de nous adapter et d'être à l'écoute de ce que l'on pouvait nous offrir. C'est pour ça que pour un découpage du trajet assez vague, nous en sommes arrivés à ce que nous avons fait, à notre voyage. Pour faire un bon tour du monde, il faut faire un tour. Partir de Clermont-Ferrand par l'est et arriver à Clermont-Ferrand par l'ouest semble un bon début. Il n'y a plus qu'à relier les points. Comment ? Faut plus ou moins improviser. Du stop jusqu'en Ukraine, le train jusqu'au fin fond de la Russie, un peu d'avion pour le Pacifique, du bus stop en Amérique du Sud, un autre petit vol pour l'Afrique, et pour rejoindre l'Europe, un petit voilier de 13 mètres. Tout était calculé, je vous jure. Sauf si on regarde la carte de départ. Donc voilà, l'histoire que l'on va vous raconter, c'est ça. Un peu de paysage, un peu de joie, un peu de difficulté, un peu d'espérance. En bref, un peu de nous et beaucoup des autres. Ah, je trouve pas la mise au point. Avec Augustin, nous voulions partir en stop. Parce que le stop, c'est sympa, et qu'il n'y a pas meilleur moyen pour rencontrer des gens. Ce n'est pas cher, on a juste besoin d'un pouce. Mais avec Augustin, nous n'avions presque jamais fait de stop. Qu'importe, nous n'avions jamais fait de tour du monde après tout. On est le 23 septembre. Reprise de Le notre mec a stop. perdu la notion du temps, ça fait une semaine qu'on est parti. Aujourd'hui, on a galéré ce matin pour quitter le Luxembourg. On est tombé sur un gentil monsieur qui nous a amenés sur une aire d'autoroute. Et nous, on a décidé de se poser dans une forêt pour passer la nuit parce qu'il était déjà un peu tard et qu'on s'est levé tôt ce matin. Et on vient de tenter le hamac superposé. Ouais, En fait, quand on part comme ça, il faut aller voir les gens et on l'a pas encore fait. Je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas parti très vite. Voyager. Il y a beaucoup de choses dans ce verbe, tant de choses. Peut-être trop pour pouvoir toutes les discerner. Certains parlent de la vie dans laquelle on grandit comme un voyage, avec ses joies et ses difficultés. Comme dans la vie, le voyage fait grandir, c'est une certitude. Le voyage nous ouvre les yeux, éveille notre sens, appauvrit la vie quotidienne, la rend plus simple en fait. On vit chaque jour à la fois. Le voyage nous apporte beaucoup en fait. Je dis le voyage, mais c'est pas le voyage, c'est l'homme. Ceux que nous rencontrons sur la route. Ceux si différents et nous ressemblant pourtant. Ceux qui donnent tout sans rien avoir. Ceux qui ne nous regardent pas. Ceux qui sourient. Et puis ce voyageur que nous sommes. On est à Passau. Ouais. Donc on va essayer de continuer ce soir en Autriche. On a bien avancé. Et il fait beau, donc la vie est belle. Augustin,
que tu es de bonne humeur? Ouais. Pourquoi? C'est un peu catastrophique, ça fait depuis ce matin qu'on attend, on n'est toujours pas pris. Journée longue et fatigante. Ouais. L'Autriche est un très beau pays, Mais ce sont de très mauvais autopreneurs. la Vienne? Enfin arrivé. Et maintenant on va dormir où? In the forests. Dans la forêt dans Vienne. Ouais. Au final, on a réussi à rejoindre Budapest où nous attendait un ami. Et après 3 jours bien reposants, nous repartions vers l'Ukraine. Avec les joies du stop. Voilà, on est sous la flotte. Ah oui, salut. Oh, on vient de louper une voiture qui prenait. On pourrait vous parler de Petra, cette allemande trilingue, ou de Jonathan, ce jeune un peu perdu. Mais parmi tous ces gens qui nous ont aidés, il y a Eddie et Zoltan. Nous venions de marcher 2 heures pour rejoindre une aire d'autoroute et nous avancions vers la sortie pour se placer. L'histoire veut que nous médisions un peu sur cette belle voiture grise qui venait de passer sans nous prendre. Enfin, sans nous prendre. On est chez des Hongrois qui nous ont accueillis ce soir, qui vont nous faire manger gentiment. On est à Nyíregyháza. Nyíregyháza. C'était même pas un pouce magique. Même pas un pouce magique. C'était un dos magique. Et ils se sont arrêtés, ils ont fait demi-tour. On vient de manger avec les Hongrois, des très gentils Hongrois. On était hyper bien reçus. Plus de détails s'il te plaît. C'était un peu galère de discuter avec lui parce qu'il parle pas hyper bien anglais. Arra ösztönzöl minket, és boldog. T'as marqué quoi qui nous encourageait? Et qu'ils sont contents. Là, on est en train d'attendre à la frontière en Ukraine. Le problème, c'est qu'on peut pas passer à pied, donc on est obligé de stopper. Et en fait, les gens veulent du fric. Mais nous, on n'a pas d'argent. Et nous, on n'a pas d'argent. Et du coup, nous, on pousse, mais pour l'instant, il n'y a personne qui s'arrête. En fait, on a réussi à traverser. Ah oui. On est en Ukraine, là. On est sorti de l'UE grâce à un gentil monsieur qui est là-bas, là. Je sais pas si on le voit. Il s'appelle John, il parle hyper bien anglais, il est hongrois. Nous sommes enfin arrivés en Ukraine, où nous attendait notre première association, et un endroit où dormir pour le mois à venir. Un luxe. Changement de culture, changement de transport. Pour les pays slaves, nous avons voyagé en train. À Moscou déjà, nous sommes tombés par hasard sur 2 jeunes Russes travaillant dans l'une des uniques écoles adaptées de Moscou, ressemblant drôlement à ce que nous venions de vivre en Ukraine. И удобно для учителей, которые приезжают. Ну, чтобы decided that it is the best solution for everyone. Хорошо. Удовольствие. Une visite improvisée et un contact à Irkoutsk, et nous voilà de nouveau sur la route pour passer 7 jours et 7 nuits dans ce train légendaire. Et voilà, on quitte les gens qu'on vient de rencontrer à Moscou. Ouais, là on est parti pour 3 jours de train non-stop. On se retrouve dans le train. Voilà. A plus pour de nouvelles aventures. C'est bien de prendre des jours de repos ici. Je suis très content. J'ai dit sérieux. Et si t'imagines si les yeux c'était des vis, sérieux ce serait comme un tournevis. Mais vu que les yeux c'est pas des vis, on s'en fout en fait.
T'as l'air d'avoir froid, Alban. Non. Ok, on est à Krasnoyarsk. Il fait moins 22. C'est-à-dire que quand tu respires des glaçons en fait. Alors que nous nous apprêtions à dormir dehors par moins 20, une jeune Russe qui parlait anglais nous invita à dormir dans la chambre qu'elle avait prise chez Vladimir. Une maison de 3 pièces, les toilettes dehors, mais il y a quand même la place pour un sauna. Normal. Сейчас посолите. Alors c'est marrant parce que là on est dans le minibus qui est sur un bateau qui est sur le lac Baïkal, l'île de Kron. Magique, franchement magique. Les images sont ouf et on est super content et on a été accueillis par Vladimir qui est le monsieur qui est devant là, qui rentre avec nous à Irkoutsk. Très rustique, très normal, très comme les gens d'ici. Et c'est fantastique, voilà. Je vous souhaite de vivre des aventures comme ça. On quitte Irkoutsk. On a eu tout juste le train. Une fois n'est pas coutume, voilà. Et on se dirige vers Vladivostok, 4 jours de train. Dans la 3e classe, donc un peu avec tout le monde, quoi. On vient d'atterrir au bord de l'océan, ça y est, on l'a eu. Là c'est la mer du Japon. Après cet hiver glacé, nous devions retrouver les sœurs de Stella Matutina dans une atmosphère bien plus chaude et humide aux Philippines, pendant 5 semaines. Puis, avant de débarquer au JMJ de Panama, nous atterrissions à Hawaï pour une semaine. Riches de riches aux Philippines, nous étions considérés comme pauvres à Hawaï. Le choix ne fut pas difficile. Dodo à label plus ou moins légal et repas restreint. On dort sous un pommeloutier. C'est un fruit énorme. Mais comme souvent, nous sommes surpris par l'hospitalité de certains. C'était le dernier jour à Hawaï et nous souhaitions vraiment trouver des prises pour recharger nos portables, vides depuis un bon bout de temps. Et pourquoi pas trouver un bon lit. Alors nous avons sonné à la paroisse de Honolulu et Alika, l'intendant, nous a accueillis dans cet immeuble de 8 étages qu'est l'évêché. Où est-ce qu'on est, Alban? On est dans un hôtel 5 étoiles. Ah oui. Regarde, une douche! Des prises! Après les Journées mondiales de la jeunesse de Panama et notre passage au point cœur à Lima, nous continuons sur les routes d'Amérique latine, comme nous savons si bien le faire, ou mal d'ailleurs, en stop. La voiture d'un vitrier, on se dirige vers Costco. Le même jour, après le trajet avec ce vitrier, une autre dame nous a offert des parts du seul gâteau qu'elle vendait, après qu'on en ait discuté avec elle. Un peu de force avant l'épreuve d'une nouvelle après-midi vide.
Et en fait, je sais pas pourquoi, c'est la rue principale, il y a genre un camion toutes les 37 heures. Donc, ça s'arrête. Et du coup voilà, et donc pour l'instant on est bredouille, c'est nul. On a rencontré des gens trop sympas. Tu nous as offert des fruits, des mangues, des pommes et des oranges. Et des gâteaux. Voilà, ils ont pitié de nous les gens qui restent ici, donc c'est chouette. Et ils sont très gentils. Voilà. Ben nous voilà à peu près la hauteur du Mont Blanc. Et on vient de passer par des paysages mais incroyables. Je douterais que Dieu existe. C'est tellement ouf de beau, de ouf. Là encore, nous avons tant à dire. Notamment pendant cette semaine que nous avons passée seuls entre Cusco et La Paz. Au milieu de nulle part, à 4300 mètres d'altitude et des bananes. Il n'y a vraiment personne. Alors je sais pas comment je vais pouvoir reprendre un stop. Et j'espère d'ailleurs que le temps sera clément parce que c'est pas moi qui le tarpe. Du coup s'il flotte, et ben ça va être la quête. Entre les deux voitures de police s'arrêtant coup sur coup pour me faire avancer dans ce plateau désert. Ou cette dame m'invitant à une fête dans ce village tant reculé. Incroyable. Je marche au bord de la route, un camion qui s'arrête, qui me fait signe de venir, avec tout sourire. Et du coup je lui dis, j'ai pas d'argent, il me dit t'inquiète, t'inquiète. Je rentre, la casquette de policier sur le volant, c'était un flic encore. On a beaucoup parlé, tellement adorable. Arrivé à la ville où il m'a lâché, il m'a dit tiens mais viens, on va petit déjeuner ensemble. Et il m'a acheté de quoi petit déjeuner. Et ensuite il m'a dit tiens, 2 sandwichs, c'est pour la journée. Il m'achète 2 litres d'eau, il rajoute des biscuits. On retourne dans son camion. Et là il me dit ok, maintenant on va prier ensemble. Et voilà. Et du coup on a prié. Chacun dans sa langue. Dans son camion. Incroyable. Et maintenant je repars. Et souvent, quand nous marchions sur ces routes, les paysans nous apercevant venaient nous saluer et nous offrir à boire. Un échange, un sourire, et nous continuions. C'est bref, mais ces rencontres n'ont pas de prix. Je viens de passer la frontière sans trop de problèmes. J'ai quand même été fouillé par les flics de Bolivie. Voilà, faisant style qui vérifiait l'argent que j'avais. Ils m'en ont piqué là. On rentre dans un pays un peu plus corrompu. Bien sûr, il nous est arrivé de tomber dans de mauvaises passes. Cette dame en pick-up blanc, nous piquant de l'argent, feintant un rituel bidon, ou cette fois à Buenos Aires, où dans les tumultes d'une gare, nous avons sauvé nos sacs grâce à un coup d'œil salvateur. Mais ce n'est qu'une goutte parmi tant de belles choses. Et si tout avait été simple, ça en aurait été triste. Prenons l'exemple de notre passage en Bolivie. Nous avions décidé sur un coup de tête réfléchi de prendre des motos à La Paz pour descendre au Chili puis en Argentine. Un rêve un peu fou, mais le fait est que nous les avons achetés. On a fait le plus dur, c'est la montée de La Paz, avec les embouteillages. On répare les bêtises de notre premier garagiste. Salut. Bon bah c'est parti pour une nouvelle étape. Après quelques galères de réparation de moto qu'il faut. Ça a l'air de bien rouler là, donc c'est chouette. Ouais. Donc, direction une autre ville à 200 km et puis après on irait au désert de sel. Voilà. Qui fait voler les motos par la police. Parce qu'elles étaient garées devant l'hôtel, vous comprenez. Et du coup on attend que la police se bouge pour nous les rendre. C'est pas souvent qu'on fait demi-tour. On a rendez-vous chez un notaire demain pour aller faire les papiers et être plus ou moins réglo. Voilà, on est reparti. On a refait des changements sur la moto. On espère que ce sera les derniers. Voilà.
Voilà, on a fait 25 km en 1h30. Mais on arrive bientôt au lieu qu'on voulait arriver. Là, on nourrit les oiseaux. Yesterday, country road. On a oublié un détail technique. Nos motos, elles sont pas amphibies. Ouais, c'est la saison des pluies et ça remplit le sel d'eau. Donc on a contourné. Mountain mama, take me home. Country road, take me home to the grave. La Bolivie sera associée au pays où on revient en arrière. De nouveau, assis près du but. Dire on a mis un pied au Chili. Ouais, On a notre tampon, c'est bien. tampon de rentrée et de sortie. En fait, le problème, c'est que il manque des papiers. Et voilà, et donc on retourne à Uyuni, qui était la ville qu'il y a 2 jours. Vraiment pile entre les 2 postes de frontière. La moto a crevé son pneu. En mode, j'ai tout donné, laissez-moi. Il commence à faire froid. Il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Le policier de la frontière nous boude. Ce n'est que vers 20h que des camionneurs viennent à notre rescousse, crèvent 3 fois la nouvelle chambre à air avant de la remettre enfin, et nous offrent une maison pour dormir. Il me semble que nous n'avons pas mangé ce soir-là. On va pas traverser la frontière avec les motos, parce qu'on peut pas avoir le papier pour. C'est un peu rageant, mais bon, c'est comme ça. Alban tombe malade le soir d'après. Nous vendons les motos et franchissons enfin la frontière argentine, faisant une croix sur notre route au Chili. Étonnamment, en y repensant, nous avons beaucoup aimé ce passage. Je ne crois pas que nous ayons baissé les bras une fois. Non parce que nous sommes forts, mais vraiment parce que nous réécrivons sans cesse notre trajet et que le fait de savoir s'adapter et de pouvoir s'adapter ainsi aux adversités nous donnait la force de continuer. Alors oui, quand on parle de Bolivie, c'est avec un sourire pincé. Mais un sourire quand même. Et un peu de fierté. Et après un mois au Cameroun, dans une dernière association, nous débarquions au Sénégal en avion. Nous tracions notre route vers la France. Voilà, on est au centre de vol de Dakar. Premier jour, on va laisser nos coordonnées pour pouvoir prévenir les gens qu'on est à la recherche d'un bateau pour remonter en Europe. Mais apparemment, il y a un capitaine là qui va montrer en France. On l'attend pour pouvoir le rencontrer, lui demander. Ça y est, on est parti. On vient de Dakar, on va en Afrique.
Tadam, fin du voyage. Attends, comment ça, fin? Et si on leur racontait les choses qui nous ont vraiment marqués pendant ce voyage? Évidemment. Ne croyez pas que nous allions en rester là. Nous avons tellement découvert sur l'homme et le monde. Voyager, c'est aussi se confronter à la réalité du monde et apercevoir de nos propres yeux ce qui n'était pour nous qu'une conception. Notre premier choc a été en quittant l'Europe pour entrer en Ukraine. Nous avions l'impression d'être remontés dans le temps. Des rues délabrées, des vieux immeubles décrépits et surtout beaucoup de mendicité dans les rues, ou des vieilles dames tentant de vendre quelques légumes à même le sol pour gagner un peu d'argent. Le vrai dépaysement commençait là, et nous nous doutions bien que nous en rencontrions encore beaucoup. Lorsqu'au cours de notre mission en Ukraine, nous avons eu l'occasion de visiter une des seules maisons de retraite de la ville, nous avons été très vite marqués par les conditions auxquelles sont réduites certaines personnes. Monsieur, c'était un saint qui était ici du cinéma. Bachis? Вы были учитель, да? Ici, c'est le 4e étage, celui des invalides. Difficile pour eux de se déplacer jusqu'à l'extérieur pour prendre l'air et échapper à la mauvaise odeur qui les entoure. Celui-là attendait l'ascenseur depuis des heures. Ils nous ont supplié de revenir, car nous étions leur seule visite depuis longtemps. On leur a promis de prier pour eux, et eux aussi. Je ne compte pas les années parce que je considère que mon âme est jeune. Aux Philippines, nous tombions de haut. Une très grande partie de la population de Cebu vit dans ces quartiers serrés et sales, sans même avoir la place pour tout le monde. Ou sur la petite montagne voisine, dans les maisons de tôle, tout proche de l'endroit où nous vivions. Dans les orphelinats à Cebu, aux Philippines, nous avons vu des enfants si déformés, si démunis, souvent trouvés dans la rue, sans repère, que pour la première fois, la question du pourquoi est venue. Nous avons donc compris une première chose. La pauvreté touche en premier les plus petits. Les malades, les estropiés, les personnes handicapées, les personnes âgées. Tous ces plus petits ne sont pas du tout la priorité des pays en difficulté. Nous avons aussi réalisé à quel point nous faisons partie des grands privilégiés de la planète. En Bolivie, le salaire moyen est d'environ 200 €, moitié moins au Sénégal. Avoir une alimentation variée, des routes rapides et sûres, une sécurité sociale, des hôpitaux fiables, un accès aux études supérieures. Toutes ces choses nous paraissent tellement habituelles qu'on oublie que la majorité des hommes n'ont pas cette chance. Cela nous a mis face à nos responsabilités. Si nous avons eu la chance de naître dans une famille unie, d'avoir eu les possibilités de faire des études et d'avoir des conditions de vie confortables, ça ne doit pas nous empêcher de nous donner à fond. Et la lumière dans tout ça? Comme on l'imaginait un peu, c'est dans les endroits les plus pauvres que nous avons croisé le plus de sourires. Là où les conditions de vie sont difficiles, les gens ont paradoxalement l'air bien plus insouciants et joyeux. Oui, enfin, c'est facile à dire, mais plus concrètement. T'as qu'à leur parler du gars de l'incendie? Bonne idée. Le 3e jour de notre arrivée sur la colline des Sœurs de Stella Matutina aux Philippines, nous avons vu un gros panache de fumée au milieu de la ville. L'incendie était bien à 3 ou 4 km, mais nous apercevions des flammes. Nous avons appris ensuite, chez Cuyabob, dont on vous parlera juste après, que le feu a privé 70 familles de leur habitation. Et bien sûr, aucune aide de l'État n'était espérée pour eux. Et c'est là que nous avons rencontré cet homme. Sa famille était saine et sauve, mais il avait tout perdu dans cet incendie.
Et pourtant, ils gardent un optimisme et un espoir dans la vie incroyable. Nous avons également découvert dans ce pays où les gens vivent avec peu que l'entraide y est très importante. Dans les bus bondés et inconfortables, les passagers discutent volontiers avec les inconnus qui les entourent. Plus d'une fois, nous aurions aimé parler leur langue pour comprendre ce qui s'y raconte. Il y a cette histoire aussi dans le village des pêcheurs. Lors de nos quelques jours de vacances aux Philippines, nous nous sommes retrouvés sur une plage au fond du Nil. Il n'y avait personne, et pourtant nous nous sommes fait voler 100 € sans vraiment savoir comment. Ce petit village de pêcheurs nous a alors accueillis, cherchant une solution, libérant l'une des 2 seules chambres qu'ils avaient. Puis, le lendemain, nous ont amenés en bateau jusqu'à l'île principale pour que nous puissions rejoindre Cebu. On attend que les pêcheurs nous disent que c'est bon, trop gentil. Mais là, il y a trop de vent, il pleut et tout, et du coup, ils ont l'œil. On est coincé chez eux. Ils ont flairé cette pluie là. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de gilets de sauvetage qui sont sous les bambous en fait. Mais non. Augustin, t'es bien là? Hyper. C'est vraiment le rêve. Je pense qu'on va finir trempé. Cet homme, c'est Kouya Bob. Tous les samedis, il sert gratuitement une centaine de repas pour les personnes le demandant. Tout le monde l'aime, et nous ne faisons pas exception. Grâce à lui, nous avons rencontré de nombreuses personnes rayonnantes, malgré leur pauvreté. Il nous partageait ses expériences et sa foi en la vie, sa joie et la gratuité de son service. Son humilité nous a beaucoup touchés. Nous avons fêté Noël avec lui avant de repartir le cœur lourd pour la suite de notre voyage. Et bien sûr, les associations qui œuvrent au cœur de ces pauvretés sont de vraies pépites. Qu'il est encourageant de voir des personnes vouées au service des plus pauvres. Ils diront tous que c'est un échange, et qu'ils grandissent eux-mêmes beaucoup au contact des plus petits. C'est pas nous qui allons vous dire le contraire. Aux Philippines, nous recevions l'après-midi les enfants de la montagne. En ce temps de Noël, nous avons préparé avec eux la fête et les carolings. Ainsi, 3 soirées durant, nous avons arpenté la ville de Cebu, en chantant dont les familles voulaient bien les accueillir et leur offrir le repas. Nous montions le soir les raccompagner chez eux, regardant le coucher du soleil et découvrant leur famille. Avec les sœurs, nous participions un peu à leur vie communautaire, notamment lors de la mendicité. Nous partions avec elles au marché et allions mendier les légumes pour la semaine. Ce fut une expérience très forte, nous apprenant l'humilité et l'ouverture de cœur des gens vivant ici. Au Pérou, c'est la poussière et les maisons jamais finies qui nous attendaient. Nous vivions à Guayabo, quartier de cette ville immense qu'est Lima.
Au Pérou, nous étions avec les sœurs de Poincoeur, qui organisaient des camps pour les jeunes du quartier alentour. Cela nous a rapprochés de cette jeunesse, vivant au cœur de ces rues poussiéreuses. Notre mission est toute simple, c'est vraiment être une présence d'amitié dans le petit village de Guayavo, offrir ce lieu, beau lieu, donc les enfants viennent, leur offrir un temps de vacances un peu différent. L'association Poincoeur est offrir à des jeunes une année qu'ils prennent de volontariat, de mission, la plupart du temps en dehors de leur propre pays, et puis ils se retrouvent avec 4-5 autres jeunes de différents pays, et vivre au cœur d'un quartier, souvent d'un quartier défavorisé, être cette présence aussi d'amitié, cette présence de compassion. Et au Cameroun, nous étions parachutés dans un quartier de banlieue de Yaoundé, où nous nous retrouvions être les seuls blancs de tout le mois passé là-bas. La pauvreté est un très grand mot, et notre voyage nous a permis de toucher un peu du doigt ce qui s'y cachait vraiment. Ces douloureuses tristesses, et surtout, ces grandes joies. Revenons sur notre première grande étape de ce voyage, où, de l'autre côté de la frontière européenne, nous avons découvert l'association Emmaüs. Fondée en 2001 dans un pays et un contexte où l'aide sociale n'est pas vraiment une priorité, ce centre a pour but de favoriser l'intégration des personnes handicapées dans la société ukrainienne. Au cœur de l'Université catholique d'Ukraine, une famille chaleureuse nous a accueillis à bras ouverts. Cette famille est composée de quelques étudiants et de 8 Druzis. Druzi, ça veut dire ami en ukrainien. C'est comme ça qu'on appelle les personnes portant un handicap à Emmaüs. Là, on est à Emmaüs House. On vient de fêter l'anniversaire de Onse Kim et très bonne bière. Voilà. Est-ce que tu veux dire un mot? Le contact a été facile avec les autres volontaires, dont certains parlent bien anglais. Ils nous ont accompagnés dans les différents ateliers organisés tous les jours au sein de la ville. La rencontre avec les Druzis fut très riche. Aucun ne comprenait l'anglais, mais étonnamment, le contact passait très bien avec eux. On a remarqué qu'ils avaient beaucoup de patience à essayer de nous comprendre, tout comme eux-mêmes ont l'habitude de ne pas être compris. Tu fais des bougies? Oui. Avec qui? Un petit atelier qui dépend de l'Arche. Trop bien. Voilà. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Est-ce que tu as tout compris ce qu'il dit? Ouais, maintenant ça fait 2 semaines qu'on est là, on comprend tout. T'es bilingual? Bilingual, oui. Là par exemple il dit... Qu'est-ce qu'il dit? Je comprends, hein, mais j'ai pas les mots en français pour traduire. En plus, il n'y a aucun jugement de leur part. Nous qui arrivions un peu timides, ils ont bien vite su nous mettre à l'aise. Entre les Druzis, on remarque tout de suite une grande bienveillance. Nous avons été plusieurs fois profondément touchés de l'entraide qu'ils se portent mutuellement en fonction des capacités de chacun. Nous avons vite compris
que même si on avait l'impression de ne pas servir à grand-chose quand on était juste assis là, à regarder un groupe faire des colliers de perles ou à prendre la peinture et la broderie, le simple fait d'être présent pour eux leur apportait beaucoup. Sept mois plus tard, nous découvrions le CEJARC. C'est une association fondée par 2 non-voyants et qui œuvre à Yaoundé depuis plus de 30 ans au service des personnes handicapées, en particulier visuelles. Le CEJARC, c'est le club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun, dont le but est de sensibiliser la population sur les problèmes des personnes handicapées en général et des personnes déficientes visuelles en particulier. Le CEJARC dispose en son sein une école primaire bilingue inclusive dénommée Louis Braille. Cette école accueille ce qu'on appelle les enfants à besoins spéciaux. Il s'agit ici des enfants qui ont des problèmes à aller à l'école, par exemple des enfants handicapés. Ce mois passé dans cette dernière association a enrichi notre vision du monde du handicap. Les personnes handicapées ont une appréhension différente du monde qui les entoure. Que ce soit en handicap léger ou plus lourd, leur rapport au temps et aux autres n'est pas le même. Et comme la société dans laquelle ils vivent ne propose pas le même rythme et les mêmes exigences, ils ont une dépendance plus ou moins grande aux autres. Ils ont besoin de personnes qui prennent le temps de les écouter, car ils ne peuvent pas s'imposer seuls. Or, si personne ne leur offre de temps pour les aider, personne ne découvre leur vraie valeur et ils finissent par être mis à part. En Ukraine, certaines personnes âgées n'osent encore pas regarder une personne handicapée dans les yeux par superstition. Beaucoup ont été abandonnés enfants et recueillis par des orphelinats jusqu'à leurs 18 ans. Et à partir de 18 ans, ils sont placés dans des maisons de retraite jusqu'à la fin de leur vie. Ça fait peur, mais c'est bien réel. My name is... Меня зовут Коля. Mais comme tout le monde, ils ont besoin de relationnel, de choses à accomplir, d'un cadre bienveillant pour s'épanouir et dévoiler leur richesse. Voilà pourquoi Emmaüs, le CEJARC et les autres initiatives pour le handicap sont de vrais puits d'or. Coco Bertin, l'un des fondateurs du CEJARC, est devenu aveugle à l'âge de 15 ans. Son histoire est incroyable. Ce qui lui a permis d'être ce qu'il est, d'avoir fait ce qu'il a fait, c'est l'existence d'une école adaptée pour son handicap. Maintenant, il est marié, il a des enfants, gère ce gros centre et a constamment des entretiens avec son gouvernement et l'ONU. Aider ces personnes peut être dur et long, mais quand on voit que l'on peut complètement changer leur vie par notre aide et donner du sens à la nôtre, pourquoi se poser la question ? Oui, mais si vous me demandez ce qui rend heureux, je ne chercherai pas très loin. Ce qui fait mon bonheur, c'est la grâce d'avoir rencontré Jésus-Christ et d'être devenu chrétien. Je crois que ça m'a donné une force inestimable, une détermination et aussi une assurance à savoir qu'il y a quelqu'un qui est plus fort, il y a quelqu'un qui est plus grand, qui m'aide, qui me soutient, qui m'accompagne dans toutes mes différentes initiatives. Et pour moi, c'est ça le vrai bonheur. Tu comprendras, en ces moments, tu te souviendras que ton cœur disait, elles sont toutes belles, belles, belles comme eux. Redécouvrir la joie simple, prendre le temps de sourire, se détacher du regard des autres, vouloir se rendre utile, s'ouvrir à la différence, reprendre confiance en soi, grandir en bienveillance, en patience, en compréhension. Au contact et au service des plus petits, chacun trouve quelque chose de différent. Plus qu'un service, il y a un véritable échange entre une personne handicapée et un volontaire ou même un simple visiteur. Nous avons notamment rencontré 2 personnes qui nous ont montré que malgré un fort handicap, ils font de grandes choses. Alors moi je m'appelle Chofo Roosevelt, je
Je suis du Cameroun, c'est mon pays, et je viens comme ça de la région de l'Ouest. Donc moi, quand il m'arrive de me balader parfois en route, j'entends une musique qui chante et puis il fait que je prends un petit bout, je rentre maintenant le soir et je commence à parler avec ma guitare, je cherche. Mon rêve, c'est toujours un cri de cœur que je lance à l'endroit de tout le monde parce que moi, j'ai toujours voulu me former, avoir une formation solide qui me permettrait, n'est-ce pas, d'embrasser ma carrière de musicien. Parce que mon rêve a toujours été celui d'être un professeur de musique. Je me suis directement inspiré de tous les musiciens dans le monde que je connais qui sont comme moi, à l'instar de Stevie Wonder, de Ray Charles, qui m'ont bonifié, qui m'ont donné l'espoir de croire que vraiment tout est possible. Et ne pas croire que bon, si peut-être il t'arrive quelque chose aujourd'hui, que c'est peut-être fini pour toi et que tu ne peux plus rien. Il faut toujours se dire que bon, les épreuves auxquelles on peut être confronté, c'est ça qui nous fortifie, c'est ça qui nous permet d'être davantage forts. Bogdan, par exemple, il a appris à peindre avec ses pieds. Il nous a montré quelques-uns de ses tableaux qui sont de vrais chefs-d'œuvre. Malgré sa grande dépendance aux personnes qui l'aident pour ses tâches du quotidien, il a une volonté très impressionnante et nous a témoigné une grande amitié. Il fait aussi des montages vidéo sur des musiques qu'il aime beaucoup et fait des milliers de vues sur YouTube. Direct avec Bogdan. On a joué avec lui aux dames, impossible de le battre. Ne sois pas décevant. Et il y a d'autres formes de difficultés parce qu'on pense que la difficulté est forcément liée au handicap. Mais non, il y a des gens qui sont dans le désespoir pour avoir perdu un parent, pour avoir perdu un être cher, pour avoir perdu son emploi. J'ai dit non, il ne faut pas perdre espoir, il faut garder courage et toujours foncer et se dire qu'il y a toujours une solution. Il ne faut pas se dire je vais me coucher dans mon lit, la solution viendra me trouver là. Non, il faut se lever, il faut avancer, il faut chercher. Et je crois que qui cherche trouve. Mais il n'y a pas de chapitre 4. Hein? Ah oui. Bon bah, conclusion alors. Il y a finalement une chose très importante que nous pouvons dire après ce voyage. Le fond de l'homme est bon. Parfois, la vision du monde qu'on nous présente est assez déprimante. On voit bien qu'il y a des enjeux économiques qui dirigent le monde, comme du lierre dévorerait un vieux mur, et que ces enjeux créent aussi bien des décalages au sein des pays que des désastres écologiques. Aux Philippines par exemple, c'est un pays où les familles peuvent vivre à plus de 15 dans une petite maison rudimentaire, où ils se lavent avec de l'eau de pluie, et quand il pleut aussi dans leur maison. Pourtant, il y a souvent la télé chez eux, et ce qu'ils regardent leur montre une réalité qui est bien loin de la leur. Des belles maisons aux pelouses verdoyantes, des mannequins européens qui donnent à toutes les petites filles l'envie d'avoir la peau blanche. Des voitures qui roulent sur des belles routes goudronnées. Alors même quelqu'un qui a une bonne situation aux Philippines se sentira pauvre par rapport au reste du monde. Mais le monde ne se réduit pas aux problèmes qu'il traverse. Et les conflits politiques et économiques sont souvent loin de la réalité des gens. Si on regarde la vie d'une personne en particulier, on peut facilement se rendre compte qu'elle a de bonnes intentions et la possibilité d'agir pour le bien de son entourage à son échelle. Nous, en tant qu'Européens, qui avons beaucoup reçu, nous pouvons choisir de profiter de notre richesse et notre confort pour faire le minimum demandé. Mais nous pouvons aussi choisir d'aller au bout de nos capacités et assumer notre place dans ce monde. Avec Augustin, nous revenons de ce voyage avec un nouvel élan, une conviction intérieure que le monde est rempli de beauté et que chaque personne y a sa place.
On dit souvent que voyager apporte des réponses à nos questions. C'est vrai, mais la plupart du temps, on ne choisit pas les questions. En soi, nous n'avons pas tellement changé. Nos familles nous ont bien reconnus à l'arrivée. Mais il y a cette lumière qui nous a suivis pendant tout le voyage. Ces rencontres, ces paysages, les obstacles surmontés, notre amitié, les sourires chaleureux et les au revoir lumineux, qui ont fait que nous ne sommes plus totalement les mêmes. Toutes ces petites lumières qui ont tracé notre chemin ont illuminé nos cœurs. Nous avons la conviction que la Terre en est parsemée. Dans notre vie, nous croiserons plein de gens qui, comme nous, cherchent des personnes bienveillantes pour les aider sur leur chemin. Soyons nous aussi ces lumières qui agissent dans l'ombre.